Bonsoir et merci à l'assistance. Je vais essayer de faire court. Bonsoir et merci à l'assistance. Je vais essayer de faire court dans un problème très technique que je vais essayer de vous présenter très simplement pour pouvoir comprendre que le séisme en Haïti ou partout, ce n'est pas une malédiction comme elle vient de dire notre ami Michel. Le séisme, ce n'est pas une malédiction. On a vu cette affirmation dans les journaux et puis dans la bouche des gens très importants. Ce n'est pas une malédiction. À la limite, on peut dire que c'est une fatalité, sinon un déterminisme d'ordre géologique. Un déterminisme d'ordre géologique dont nous allons essayer de vous expliquer le mécanisme. Regardez bien sur cette carte. Avec le micro, vous allez voir là, je vais essayer de vous présenter cette ligne. Vous voyez ici, c'est l'île d'Haïti. Vous avez une ligne continue ici, depuis la pointe de la presqu'île du Sud jusqu'au bas de la chaîne du Baoïko ici en dessous, au-dessus. Puis vous avez une seconde ligne qui part. Ici, nous sommes dans l'océan Atlantique. L'océan Atlantique qui finit ici, cette région-là, c'est la mer des Antilles. Et nous sommes toujours dans l'océan Atlantique, mais une subdivision de l'océan Atlantique qui forme la mer des Antilles. Vous avez une seconde ligne, la ligne septentrionale et une ligne méridionale. Ces deux lignes, ce sont des failles. Vous avez lu, on vous a beaucoup parlé de failles. Ces deux failles ont pour origine un réaménagement des éléments morphologiques de l'île d'Haïti, un réaménagement qui a eu lieu à l'époque, à l'ère quaternaire, dernière ère quaternaire, réaménagement accompagné de ce qu'on appelle des éruptions plutoniques ou volcaniques, toutes qui vont donner naissance à deux systèmes orographiques. Système orographique ou système morphographique ou morphogénèse des montagnes, système orographique. Morphogénèse, c'est-à-dire la formation des montagnes. Nous avons deux systèmes, un système septentrional et un système méridional. Ces deux systèmes sont de direction est-ouest. Est-ouest. Et des subdivisions à l'intérieur des deux systèmes principaux est-ouest, il y a des directions nord, ouest, est, sud-est. Nord, ouest, est, sud-est. À l'époque, à l'ère, ou à l'époque du quaternaire, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des éruptions. Toute cette région-là était immergée. Toute cette région-là était immergée. L'île était immergée. Il y a eu des éruptions volcaniques. À la suite de ces éruptions volcaniques, ces deux systèmes orographiques sont apparus. Et à la suite de l'apparition de ces systèmes orographiques, eh bien, il est arrivé une disparition et un retrait de la mer. L'île, au lieu de plonger à l'apparition des systèmes orographiques, au contraire, l'île s'est émergée. L'île s'est émergée, les montagnes ont apparu dans leurs deux systèmes, et ces montagnes, ils sont apparus dans la direction que je viens de vous indiquer. Ils sont l'origine partent de la République dominicaine pour aboutir à Haïti. On a trouvé des preuves, la preuve de ces immersions, de ces montagnes immergées et émergées
à la suite de ces réaménagements géologiques, c'est la présence ici, à la frontière haïtiano-dominicaine dans l'ouest, de deux étangs. Le lac Azéi, où est-ce qu'il est, notre camarade technicien là? Il est parti. Ah, il est là, d'accord. S'il vous plaît, si vous pouvez passer. On ne peut pas. Voilà. On ne peut pas rendre plus clair, non? Ça, c'est bon là. C'est la limite? Oui. Alors, à la suite de ces réaménagements ou remaniements, nous avons cette région ouest. Dans cette région ouest, vous avez ici l'île de la Gonave, qui était immergée aussi, qui est dans le prolongement des chaînes de l'ouest, comme par exemple l'île Avache ici, est dans le prolongement des chaînes du sud, sud-est ou sud-ouest, prolongement des chaînes du sud-est. Alors, dans le prolongement de l'île de la Gonave, vous trouvez ici une région pratiquement enclavée. C'est une plaine. Une plaine, c'est une dépression en quelque sorte très faible entre deux chaînes de montagnes. Quand la dépression est très profonde et fermée, apparaissent les lacs. C'est ainsi que la limite orientale de la plaine de cul-de-sac, la limite orientale, c'est le lac Azéi. Lac Azéi, ou bien qu'on appelle encore l'étang Saumâtre, en République d'Haïti, et à une 8aine de kilomètres de la limite orientale encore du lac Azéi, se trouve l'autre partie du lac. C'est très curieux. L'autre partie du lac, c'est la plus grande partie, qui s'appelle le lac Henri Quillot. Sur la première image que vous avez présentée, la ligne va traverser, est encore là, et traverser cette ligne-là, qui traverse la plaine de cul-de-sac, et puis qui continue sous le lac Azéi, et ipso facto, sous le lac Henri Quillot également. Le lac Henri Quillot possède de plus grandes dimensions que le lac Azéi. Et puis, comme je vous dis, ces deux lacs sont distants, mais c'est le même lac. Ils ont la même morphogenèse, c'est le même lac, mais tout simplement, il y a un bras de terre de 8 km qui sépare les deux. Sous ces deux lacs, nous avons dit qu'il y a une dépression fermée. Mais c'est à ce niveau-là, à l'extrême pointe de la plaine de cul-de-sac, cette dépression est fermée. Mais en surface sous-marine, la dépression continue. Les chaînes de la forêt noire qui sont dans cette région-là, la forêt noire, les montagnes noires se subdivisent en une multitude de petits massifs, massifs dermateux, massifs du trou d'eau. Tous ces petites montagnes, ce sont des subdivisions des montagnes noires. Et dans la section sud de la plaine de cul-de-sac, vous trouvez encore toutes les montagnes noires, avec ces subdivisions, se prolongent sous la mer. Ils se prolongent sous la mer et peuvent se terminer soit par un rebord concave. On dit que ce sont des formations synclinales, et quand le rebord inférieur se termine par une surface, par un bord convexe, on dit c'est un système anticlinal. Eh bien, là où c'est la chaîne de la Selle, la chaîne des montagnes noires qui descendent au fond de la mer et se rencontrent,
Ils ne se confondent pas, ils se rencontrent et ils peuvent se glisser l'une par rapport à l'autre. Parce qu'ils ne se soudent pas. Ça forme, c'est le fond de la faille. Cette faille-là, puisqu'elle passe par le lac Henri-Quillot, cette faille s'appelle la faille Henri-Quillot. Il y a des gens, moi je n'ai pas entendu, je n'ai pas lu dans les journaux, qui disent que c'est une autre faille. Personne ne peut me dire quel est le nom de l'autre faille qui a produit le séisme à Port-au-Prince. Pourquoi à Port-au-Prince? Parce que Port-au-Prince se trouve en plein sur cette faille d'Henri-Quillot, tout simplement. Et quand, parce que ces failles, ces montagnes-là, ils ont des possibilités de se glisser à leur base les unes par rapport aux autres. Chaque fois qu'il y a un glissement, un léger glissement, parce que les glissements sont de l'ordre de 1 cm. 1 cm par an ou 1 cm, ça peut aller jusqu'à 2, 3, 4, 5, ou bien 1 mètre de glissement. Quand ça forme 1 mètre de glissement, nous avons, je n'ai pas dit que le séisme du 12 janvier est un glissement de 1 mètre, j'ai dit que quand ces glissements atteignent l'ordre d'1 mètre, on a des intensités de l'ordre de 7 ou 8 sur l'échelle de Richter. Qu'est-ce qui s'est passé le 12 janvier? Il y a eu un léger glissement. Un léger glissement. Et Port-au-Prince se trouve au centre de ce glissement. Si on peut me mettre une autre carte là, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà. Voici la faille Henri-Quillot. Vous voyez, vous avez Port-au-Prince ici, la partie nord de Port-au-Prince ici, et la partie sud de Port-au-Prince ici. La partie sud, la partie nord et la partie est de Port-au-Prince. Mais qu'est-ce que vous avez? Vous avez Pétionville quelque part ici. Vous avez Goumol, vous avez Pétionville dans cette région-là. Pétionville. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parti depuis le Hogan, Miragouane, le Hogan, ça traverse Port-au-Prince, ça monte à Pétionville. C'est une direction nord et sud-nord. Mais la faille, quand on parle de faille, la faille est importante. C'est pourquoi on met un trait d'entrée ici. Et sur la précédente carte figure, image, vous avez vu que ce sont de très beaux traits. Les failles donc, sont très importantes en matière d'image ou bien d'imagerie ou bien de photos, de cartes. Quand on grossit les traits, c'est que l'événement ou l'élément qu'on veut présenter a une très grande importance. Donc vous avez cette faille d'Henri-Quillot. Chaque fois qu'il y a un déplacement de quelques centimètres, eh bien vous avez des séismes. Quels étaient les principaux séismes depuis l'histoire de ce pays, depuis Saint-Domingue? Nous avons eu, vous savez très bien, dans cette région, le plus souvent les séismes accompagnent les ouragans, les cyclones, les tempêtes, etc. Le premier séisme que nous avons connu dans l'ère historique que nous vivons a eu lieu en 1751. Ça a commencé depuis le 15 mai 1751, traversé par premier séisme de faible amplitude. Un ouragan apparaît le 6 juillet 1751. Le 18 octobre 1751, une deuxième secousse plus importante que la troisième. Et à partir du 21 novembre 1751, alors c'est la grande intensité du séisme qui a détruit. Nous sommes en 1751, c'est-à-dire 9 de 11, 2 ans après la fondation de Port-au-Prince. On a commencé à installer les premières infrastructures de la capitale Port-au-Prince, et tout ce qui a été installé à cette époque-là
tout ce qui a été installé a été détruit. Par ces premiers séismes, on ne peut pas parler d'un séisme, c'est plusieurs séismes, parce que c'est parti du mois de mai et ça a fini à la fin de novembre 1751. Donc, les autorités locales en 1751 ont été obligées de reprendre la reconstruction de Port-au-Prince. Les premiers éléments infrastructuraux établis ont été détruits et les autorités ont été obligées de les reconstruire. Tout en prenant, parce qu'ils avaient bien compris le phénomène local, tout en prenant des ordonnances pour qu'on ne reconstruise pas, les premières ordonnances pour qu'on ne reconstruise pas en dur. À ce moment-là, il fallait reconstruire en planche en bois. Quelques années plus tard, une vingtaine d'années, 1770, 3 juin 1770, deuxième séisme beaucoup plus important que le séisme de 1751. Port-au-Prince était installé. À ce moment-là, on s'affairait pour construire la cathédrale de Port-au-Prince, ce que nous appelons dans le temps l'ancienne cathédrale. Cette ancienne cathédrale a été construite à cette époque-là, à partir de 1770. On s'apprêtait donc à installer les premiers éléments de cette cathédrale coloniale, et puis 3 juin 70, deuxième séisme beaucoup plus important encore que le séisme de 1751. À ce moment-là, une grande partie des infrastructures déjà installées furent détruites. Le seul élément qui n'a pas été détruit, et personne ne peut